Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver en cette nouvelle année sur les plateaux de Gabon 24. À l'occasion de son adresse à la nation le 31 décembre 2024 depuis Makoko dans la province de Logoué-Ivindo, Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé 3 importants projets liés à l'exploitation du fer de Belinga, la construction du barrage hydroélectrique de Boué, la construction de la ligne de chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba et le port en eau profonde de Mayumba pour l'évacuation du minerai. Que représente cet important investissement? Quel peut être l'impact socio-économique dans la région et partant sur l'ensemble de l'économie nationale? Eh bien, pour en parler, je reçois M. Nestor Obiang. Il est consultant et analyste politique. Monsieur, bonjour. Bonjour et meilleurs vœux, monsieur Abronner. Merci. Meilleurs vœux pour l'année 2025. Oui. Beaucoup de persévérance. Merci. Meilleurs vœux à vous également. Merci beaucoup. Des vœux de santé déjà en cette nouvelle année. Oui. Alors, vous êtes là pour brosser un tout petit peu un regard sur les annonces fortes du chef de l'État dans la province de Logoué-Ivindo. D'abord, le symbole. Monsieur Nestor Obiang. Alors, on l'a vu, hein, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billié-Binzé, très critique vis-à-vis du CTRI, a été reçu au Palais Rénovation pour présenter les contributions de son mouvement à la rédaction donc, du nouveau code électoral. Et quelques jours après, eh bien, le président de la transition choisit la province de Logoué-Ivindo pour aller passer donc, le réveillon de fête de Nouvel An. Est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema prend-il le pari de réussir ce que les élites politiques de cette province n'ont pas fait? D'abord, il faut dire que chaque président de la République, lorsqu'il est en exercice, en fonction, a sa marque de fabrique. Vous vous rappelez que le feu président Bongo avait fait les tournées provinciales, avait fait, n'est-ce pas, les fêtes provinciales dans chaque province du Gabon. Que nous avons appelées communément les fêtes tournantes. Les fêtes tournantes. Le président Ali arrive, il a commencé à inaugurer sa mandature, n'est-ce pas, par ce qu'on a appelé des conseils de ministres délocalisés. Aujourd'hui, c'est le président Oligui Nguema, le général président, qui lui préfère aller au plus près des populations pour passer les fêtes de Nouvel An avec eux. Et le choix de Makoko dans la province de Logoué-Ivindo n'est pas fortuit. Il est fortuit justement parce que les annonces fortes qu'il a faites relèvent de ce que justement les premières populations impactées par ces annonces, parce que ce n'est pas des effets d'annonces, ce sont des annonces et des travaux qui vont commencer en 2025. Les travaux qui vont commencer en 2025, j'en vous m'emboîtez le pas Oui. pour pouvoir lancer cet élément. Si la régie est d'accord avec nous, on va écouter le chef de l'État qui justement revient sur ces importants chantiers. Je vous annonce les 3 grands projets d'avenir prioritaires pour la République gabonaise qui débuteront au cours de l'année 2025. Il s'agit du port en eau profonde de Mayumba, de la ligne de chemin de fer Belinga, Boué, Mayumba et le barrage hydroélectrique de Boué. Ces différents chantiers seront créateurs de 163 000 emplois pour les jeunes. Voilà, on vient de l'entendre, 3 importants chantiers. Donc, on le rappelle, la construction du chemin de fer, de la ligne de chemin de fer Belinga, Boué, Mayumba, la construction d'une centrale hydroélectrique, la construction également du port en eau profonde. Et comme vient de le dire le chef de l'État, ces chantiers créeront 163 000 emplois, des emplois importants. Dites-nous, monsieur Nestor Obiang, ce projet, il date de l'époque du président Léomba. Pourquoi l'exploitation seulement maintenant? Alors, pour être tout à fait clair, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est-ce pas, il faudrait que nous, les Gabonais, dans notre immense majorité, nous nous imprégnions quand même de certaines notions de notre propre histoire. C'est l'histoire du Gabon. Le président Léomba, à son époque, avait déjà parlé de ce projet. Je crois même savoir que le feu président Bongo, qui était à l'époque vice-président, a fait campagne
sur la base de ce projet. Chemin de fer, Ovendo-Belinga. Bien. Le président Bongo, qui a régné pendant 42 ans, a détourné ce projet. Il faut le dire clairement. Il a détourné pour qu'il aille vers le Haut-Ogooué. Vers le Haut-Ogooué, où il y a également des minerais de manganèse. Okay. Malheureusement, nous nous sommes heurtés à un écueil à ce moment-là. Je me rappelle très bien, j'étais étudiant à l'époque. Nous avions dit au président, mais si vous amenez le train jusqu'à dans le Haut-Ogooué, alors il faut supprimer le téléphérique qui va au Congo. Vous vous rappelez? Oui, tout à fait, puisque on a donc dû supprimer. Le manganèse était transporté à l'époque par téléphérique. Téléphérique qui allait jusqu'à Pointe-Noire. On a dit, écoutez, on fait un choix stratégique simple. Vous avez voulu que le train arrive jusqu'ici, mais on a les minerais qui sont exploités dans la zone. Il peut, ce train, être mixte, passager et minerais pour aller vers Ovendo. Le deuxième problème auquel nous nous sommes heurtés, c'est que le port d'Ovendo est un port qui est, si vous voulez, entouré d'embouchures de fleuves. Et donc, il s'envase dans l'estuaire. Et donc, il s'envase très rapidement. On ne pouvait pas en même temps dépenser de l'argent pour faire venir un bateau qui est là en permanence pour draguer. Oui. Et c'est pour cela que l'idée est venue de créer 3 ports francs. Mayumba, Port-Gentil, avec une extension. Et puis, je crois que le 3e port était prévu dans la zone au nord de Libreville. Monsieur Nestor Obiang, vous le dites, hein, l'histoire nous rappelle effectivement que c'est un projet qui date depuis les années d'indépendance. Depuis les années 60. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, il ne soit pas exploité jusqu'à présent? Est-ce qu'aujourd'hui, on dira qu'il y a la nécessité aussi de la diversification de l'économie, la limitation de la dépendance vis-à-vis du pétrole, qui pousse aujourd'hui les nouvelles autorités à donner un coup d'accélérateur pour l'exploitation de ce projet? Non, moi je crois, M. Dimitri, qu'il ne faut pas regarder les choses de cette manière. Ce projet, comme nous le disons, date des années 60. Pourquoi il n'a pas été mis en exploitation? Parce que les choix stratégiques et économiques du pays ont été faits par des hommes qui estimaient que le fer, ça nous rapporte bien, le tout pétrole, ok, et les autres minerais. Maintenant, aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que la diversification de nos partenariats économiques, les difficultés financières que nous avons, avec autant de richesses, mais pourquoi garder certaines inexploitées? Donc, il y a le fer de Belinga qu'il faut exploiter, il y a les métaux rares, et il y a d'autres choses. Pourquoi? Parce que lorsque le CTR arrive au pouvoir, il trouve une dette abyssale. Cette dette, ils se sont engagés à l'honorer, mais il leur faut aussi des moyens pour remplir leur programme jusqu'à terme. Et ces moyens, ils ne peuvent les trouver que par ce que nous avons déjà, par ce qui existe. Alors, monsieur Nestor, vous allez poursuivre, mais vous me permettrez d'emboîter avec cette question. On discutait en off, et vous nous rappeliez que ce projet va impacter 5 provinces. Bien, je vous le donne simplement et je demande à nos compatriotes gabonais de prendre une carte du Gabon. Nous avons le nord-est, Belinga. Vous descendez, il y a le Haut-Ogooué. Vous redescendez encore, il y a le Gololou. Vous descendez, vous avez la Nyanga, avec un embranchement vers l'Angounié. Voilà les 5 provinces qui vont être impactées par ces 3 grands projets. Elles vont être impactées par ces 3 grands projets. Ça veut dire, ça veut dire que même les collectivités locales qui seront traversées par ces projets vont connaître un essor. Pourquoi? Parce qu'à côté du projet gouvernemental et de l'État, ils pourront bénéficier, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'immixtion des plans de développement locaux à partir de ce projet-là. Ensuite, l'avantage, c'est que toutes ces provinces auront de l'électricité à très bon coût, puisque le barrage hydroélectrique sur Livino va permettre d'alimenter les 5 provinces. On va arriver sur le barrage, M. Nestor Obiang, mais je voudrais qu'on aborde un peu la question du social. Quel est l'enjeu sur le plan social? L'enjeu sur le plan... Effectivement, avec déjà les collectivités locales qui pourront mixer des plans de développement, mais en termes de création d'emplois, par exemple. Alors, l'enjeu sur le plan social, il est très simple. Les emplois. Ça permettra d'absorber, parce que 163 000 emplois, c'est quand même une première dans l'histoire de notre pays, que des projets, n'est-ce pas, engagent autant de monde. Et naturellement, ça ne se fera pas le premier jour. Hein. Les 163 000 emplois seront progressifs, c'est-à-dire en fonction de l'évolution de ces 3 projets qui se feront de manière concomitante.
Alors, Il y a d'abord un enjeu économique et un problème d'emploi. Il y a aussi d'autres enjeux derrière tout ça. Vous savez, lorsque l'on met en place des projets, il y a ce qu'on appelle en économie des effets d'entraînement. Les effets d'entraînement, ça veut dire que puisqu'aujourd'hui nous avons accepté l'un des principes qui est le partenariat public-privé, mais les investisseurs, les gens qui veulent créer des sociétés, des industries pourront s'installer dans ces provinces puisqu'ils auront de l'électricité, ils auront un train électrique qui pourra les aider à transporter leurs marchandises, donc à fluidifier, n'est-ce pas? Alors, si on reste précisément sur ce projet de Belinga, le général Brice Clotaire Oligui Nguema l'a annoncé, il a obtenu de la part des investisseurs que l'entreprise, la principale entreprise engagée dans ce projet, Invindo Iron, il a obtenu que le directeur général soit un Gabonais. Ma question est la suivante. Pensez-vous que le pays détient aujourd'hui suffisamment de cadres, de hauts cadres, pour occuper les postes de direction? Pourquoi pas? Les ingénieurs que nous formons, nous les formons pourquoi? Le pays dispose d'autant d'ingénieurs, mais quand on dit cela, un poste tenu par un Gabonais, ça peut ne pas être un civil. L'armée a des ingénieurs. L'armée a des ingénieurs, le génie militaire a des ingénieurs, tout corps d'État confondu. Donc on peut prendre un ingénieur militaire et le mettre à la tête en disant tu nous diriges cette affaire avec rigueur, fermeté, pas de blague. Nous, on veut que ça aboutisse. Vous voyez, effectivement, c'est la poursuite de l'orthodoxie dans la gestion. Voilà. Monsieur Abonner, vous savez, votre question, moi, je la comprends un peu difficilement dans la mesure où je ne sais pas pourquoi on a tendance à négliger ceux qui ont été formés sur place. Moi qui vous parle, je suis un produit de l'université Omar Bongo avant d'aller faire des études ailleurs. Il ne s'agit pas de négligence. En fait, il y a des faits qui démontrent que les Gabonais ont souvent été délaissés dans le cadre de certaines grandes entreprises. Je constate, monsieur Dimitri, que nous, les Gabonais, nous continuons à considérer que les formations que nous recevons sur place ne valent absolument rien. Or, à l'usage et à l'exercice de nos différentes fonctions, nous nous en sortons parfois nettement mieux que ceux qui ont été formés. Monsieur Nestor, justement, vous avez parfaitement raison quand vous dites qu'il y a également une expertise sur le plan local. Mais il ne s'agit pas de considération, il s'agit de donner des faits. Il y a de nombreux compatriotes, et notamment membres de syndicats qui se plaignent parfois que certains, justement, hauts cadres gabonais ou des ingénieurs n'occupent pas certains postes à responsabilité dans certaines entreprises, et notamment des multinationales qui viennent s'installer chez nous. Est-ce que ce n'est pas là également une opportunité de la prise de conscience dans la conduite de ce projet, permettre justement aux nationaux d'occuper de hautes fonctions? Alors, dans ce cas, monsieur Dimitri, regardons d'abord la structure de la société qui sera chargée de mettre en œuvre ces chantiers. Quelle est la part de l'État gabonais là-dedans? Comment sera composé le conseil d'administration? Et comment nous pouvons faire pour nous imposer là-dedans? Parce que vous savez que le principe des sociétés sur le plan économique, c'est que si vous n'êtes pas un actionnaire majoritaire, vous ne pouvez pas occuper un poste de direction. Donc, si aujourd'hui nous mettons la préférence nationale en avant en disant que nous soyons faibles, faible participation dans cette société, mais ça se passe chez nous, le minerai est chez nous, c'est un Gabonais qu'on impose à la tête. Autre chose, il y a également que dans l'exploitation de certaines richesses dans les différentes provinces de notre pays, les acteurs locaux se sentent parfois exclus. Quand on parle de créer 163 000 emplois, est-ce que la priorité sera mise sur d'abord les autochtones? Bien. Monsieur Dimitri, vous m'amenez à parler d'économie. Je ne suis pas un spécialiste d'économie, mais l'économie, c'est quand même une science qui est d'abord faite pour les hommes. Il faut la comprendre. Lorsque nous parlons de 163 000 emplois, connaissez-vous une société où vous pouvez être employé sans aucune qualification? Ça n'existe pas. Ça veut donc dire que pendant que les chantiers seront mis en place, les centres de formation, eux aussi, vont former des gens pour aller travailler là-bas. Donc, vous voyez, en un seul projet, nous avons fait d'une pierre deux coups. La priorité sera laissée aux nationaux. Mais maintenant, pour des expertises très pointues dont nous ne disposons pas, les quotas seront fixés. Si on a besoin d'un ingénieur spécialisé en je ne sais trop quoi, c'est 5% dans l'entreprise, pas plus. Le reste,
des Gabonais. Parce qu'il faut que nous occupions les Gabonais. Il faut que le Gabonais sache qu'en ce moment, le pays est en train de se reconstruire. Chacun doit participer à l'histoire de la construction de ce pays. Mais comme je le disais à quelqu'un un peu plus tard ce matin, j'ai lu dans Internet un perroquet de service hier qui racontait n'importe quoi, populisme, improvisation et que sais-je encore. Mais ce bonhomme-là, il a occupé des grands postes ici. Il a fait quoi? Ah, ben justement, c'est pourquoi le malheur pour lui, c'est de croire que manipuler une langue qui n'est pas la sienne, le français n'est pas notre langue, manipuler une langue qui n'est pas la sienne, mais manquer de jugeote, n'est-ce pas, c'est deux choses. Il a été là qu'il vienne nous établir d'abord le bilan de son action, avant de critiquer ce que nos frères militaires sont en train de Vous faire. faites allusion à Il ne s'agit pas de populisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un engouement autour de nos frères militaires, autour du général président, mais parce que les actes qu'ils posent satisfassent tout le monde. C'est ce qu'on attendait. Oui, mais il y a encore Pourquoi un aspect... voulez-vous que le dirigeant d'un pays soit toujours celui qui enferme les gens, celui qui chicote les gens? Non, il faut aussi que le dirigeant soit en phase avec son peuple. Parce que ce qu'il fait, c'est d'abord pour le peuple. C'est pour le peuple, et on le voit, hein, le président... Regardez ce qu'ils ont fait en un an. Aujourd'hui, les autres sont jaloux parce qu'en 56 ans, ils n'ont pas pu faire ce que les militaires ont fait en un an. Il faut être clair là-dessus. Moi, j'exhorte les Gabonais à suivre cette direction parce que nous devons tous y participer. C'est vrai, nous sommes des hommes sensibles au froid et à la chaleur. Quelqu'un peut flancher, mais il faut le soutenir. Parce que la direction que nous donnent les militaires repose sur trois principes clés. La discipline, la rigueur et la méthode. La discipline, la rigueur et la méthode. Alors, un élément important, justement, pour les populations, hein, on le voit, le président rencontre dans le cadre de ses tournées à l'intérieur du pays. On l'a vu, il était dans l'Ogooué Vindo. Ensuite, il est allé dans le Wellington. Présentement, il se trouve dans la province du Haut-Ogooué. Et l'une des préoccupations phares de ses compatriotes, c'est l'accès à l'eau et à l'électricité. La construction de cette centrale hydroélectrique pourra-t-elle remédier à cette difficulté, ou bien la priorité sera-t-elle mise au développement d'abord de la mine? Une centrale hydroélectrique, M. Dimitri, c'est pour produire de l'eau. L'eau, une partie servira pour les exploitations minières, mais une autre partie sera desservie aux populations qui seront impactées par la centrale. Je vous ai dit que c'est 5 provinces. Et effectivement de l'électricité en abondance. Voilà, l'électricité en abondance et stable, pas de délaissage. Donc, chacun pourra avoir au moins de l'électricité chez lui. Ça veut dire que les 5 provinces qui seront impactées vont connaître ce qu'on appelle la lumière. Oui, bien sûr. Voilà. Et on peut le penser, il s'agit bien de trouver aussi une alternative aux groupes électrogènes qui ont été souvent la logique pour pouvoir produire de l'électricité à l'intérieur du pays avec cette centrale hydroélectrique. C'est l'alternative pour lutter contre ces délestages. Monsieur Dimitri, à titre de rappel, le Gabon est en train de construire en ce moment l'une des plus grandes centrales d'énergie renouvelable. Ce n'est pas loin d'ici, c'est à 35 km de Libreville. Si on le fait déjà à Libreville, ça veut dire que pour suppléer une éventuelle baisse de tension, vous savez que c'est l'hydrométrie, on peut aussi, à côté de la centrale, mettre les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, comme l'énergie éolienne, et ainsi de suite. Ça veut dire que tout cela participe d'un plan de développement national qui doit être arrimé aux standards actuels. Et ça, c'est grâce à nos militaires. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Les militaires ont réussi à mettre en place en une année ce que les autres en 56 ans de pouvoir n'ont pas pu. Le projet restait à moitié, en un quart, 3 quarts, et ainsi de suite. Mais vous voyez, en un an. Et si le président voulait établir un bilan concret, je vous assure, ça allait lui prendre 2 heures de discours. Parce qu'ils ont tellement posé d'actes que parfois j'ai l'impression que lui-même se perd là-dedans. Oui, bien sûr. Et au-delà donc du bilan, il a également brossé la vision pour l'avenir et il a dit tout cela va démarrer dès cette année 2025. Le développement de la ligne de fer Belinga-Boué-Mayumba prendra aussi en compte le transport des passagers. C'est un chemin de fer mixte. Passagers, minerais, marchandises. Ce n'est pas seulement le minerai. L'actuel, il est comme ça, il est mixte. Il transporte des passagers et des minerais.
Donc l'autre, ce sera pareil, mais avec une innovation, cette fois-ci, il est électrique. Ça veut dire qu'il ira un peu plus vite et on pourra assurer les embranchements plus tard. Prenez le cas. Boué, c'est le centre du Gabon. Si vous regardez une carte, la carte du Gabon, Boué est au centre. Bien, vous venez de Belinga. Belinga, Boué. Ceux qui veulent venir à Libreville ont la jonction à partir de Boué, puisque le train actuel passe déjà par là. Ils peuvent remonter sur Libreville. Ceux qui vont vers le sud, toutes les localités où le train marquera un arrêt, pourront aller jusqu'au sud, jusqu'à Mayumba. Mayumba, c'est l'océan. Maintenant, le port en eau profonde. Mais beaucoup de gens n'imaginent pas ce que c'est qu'un port en eau profonde. Ça veut dire que nous serons un hub portuaire en Afrique centrale, puisque nous aurons pratiquement sur toute la longueur de notre côte des ports. Le port de Vendo, le port de Mayumba, qui lui sera encore de plus grande capacité. Donc, du coup, nous avons là, sur le plan économique, des retombées. Des retombées, on peut imaginer qu'au-delà du transport de minerais, il pourrait aussi avoir le transport de marchandises beaucoup plus important. Mais mon cher ami, pour que les marchandises quittent du port pour aller vers l'intérieur du pays, le train est le mieux indiqué. Alors, vous donnez une information importante. Ce sera un train électrique, d'où effectivement la nécessité de produire donc de l'électricité. D'où le barrage. Très bien. Voilà. Eh bien, il y a quand même un aspect important, je m'en voudrais de ne pas l'évoquer ici, c'est l'environnement. Le Gabon est pionnier dans les questions d'environnement. Est-ce que toutes les garanties ont été prises là également pour limiter l'impact environnemental? Alors, l'innovation que le général président apporte, puisque le Gabon est aujourd'hui l'un des champions en matière de préservation de l'environnement, c'est de ne plus signer les contrats comme ça se faisait avant. On signe partie par partie en fonction de l'évolution des travaux à effectuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenons le cas de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle sera marquée dans le contrat. Et pendant que vous exécutez les travaux, cet aspect est tenu en compte. Vous devez le respecter concomitamment avec les travaux. Prenons le cas de la préservation de l'environnement. Puisque c'est du minéral, ça veut dire qu'il y a des radiations et tout. Il faut prendre toutes les précautions pendant la construction et après l'exploitation. Il faut prendre pour qu'on ne se retrouve pas dans le cas de Mwanda et Mounana où on a des zones de forte radiation qui créent des maladies aux gens. Donc, en ce moment, les contrats sont signés étape par étape. Ce n'est plus des contrats globaux où parfois on n'envoyait pas les gens surveiller ce qui se passe, l'entreprise faisait n'importe quoi. Ici, vous avez première phase, tant on envoie les gardes des TP avec le général Nzondou là, allez voir, est-ce qu'ils ont obéi au cahier de charge? Est-ce que la responsabilité sociétale? Est-ce que, s'il n'y a pas arrêt des travaux, vous reprenez? C'est comme ça que les militaires doivent agir. On ne peut plus se permettre de désordre où s'il y a un contrat, les gens vont toucher les rétrocommissions et puis finalement rien n'est fait. Et c'est l'État gabonais qui s'endette et nous souffrons tous. Vous et moi, nous payons les impôts. Alors peut-être une dernière question avant de nous quitter, Monsieur Nestor Obiang. Le président l'a dit dans son discours, aujourd'hui, il n'y a plus, il constate une amélioration dans le rapport entre les différentes communautés. Il n'y a plus forcément une communauté privilégiée sur une autre. Est-ce que cet investissement, cette attention particulière sur la province de Livindo vient également, entre dans cette logique de pouvoir amener un développement harmonieux dans toutes les provinces? Je viens de vous dire que les projets en question impacteront sur pratiquement 5 provinces. Donc ce n'est pas seulement Livindo. Livindo a été un symbole pour faire sa déclaration. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que l'an prochain, s'il est toujours là, si le général président est toujours là, il n'ira pas le faire dans le Goué maritime, ou dans la Nyanga, ou dans la Ngouni, et ainsi de suite. Non. Ce que nous voulons, nous, c'est que ces projets soient pérennisés. Au-delà même de la transition, il ne faut pas que chaque fois que de nouvelles autorités arrivent, on reprend tout à zéro. Parce que ce que le général président et le CTR sont en train de faire, mais c'est bien parce que les autres n'ont pas fait aboutir. Et le Gabon s'est endetté.
Très bien, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Monsieur Nestor Obiang, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions de Gabon 24. Je rappelle que nous discutions du discours du président de la République à Makokou, dans la province de Lobou-et-Vindo. Nous rappelions les chantiers prioritaires qui ont été annoncés, la construction de la ligne de chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba, la construction de la centrale hydroélectrique de Boué et la construction du port en eau profonde de Mayumba qui pourront créer plus de 160 000 emplois pour les Gabonais. C'est la fin de ce plateau spécial. Ne zappez pas, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.